Un atterrissage fatidique, la France, aux yeux d'un jeune Péruvien. Mesdames et messieurs, une nouvelle incroyable vient de nous parvenir. Un groupe d'élèves d'un prestigieux lycée international du Pérou, dont le voyage scolaire était prévu pour le Japon, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en raison d'un problème technique soudain sur leur appareil. Pourtant, dès l'instant où ces jeunes ont posé le pied sur le sol français, une histoire extraordinaire a commencé. Nous ne savions presque rien de la France, au-delà des clichés. Mais ce que nous avons découvert a été bien plus impressionnant que ce que nous attendions du Japon. Ce voyage nous a fait réaliser à quel point notre vision du monde était limitée, a déclaré Diego Martina, le président du conseil des élèves de 18 ans, dont les convictions ainsi que celles de ses 24 compatriotes péruviens ont été complètement bouleversées en l'espace de quelques jours. Qu'ont-ils bien pu voir en France pour que ces élèves décident d'annuler leur projet de voyage au Japon et souhaitent prolonger leur séjour? Voici le récit des expériences inattendues vécues par ce groupe d'élèves d'un lycée d'élite péruvien. Nous vous invitons à l'écouter. Bonjour, je m'appelle Diego Martina, j'ai 18 ans et je suis le président du conseil des élèves du lycée international La Preparatoria à Lima, la capitale du Pérou. Notre établissement est l'un des plus réputés du pays, célèbre pour ses voyages d'études annuels. L'année dernière, nous sommes allés en Europe, il y a 2 ans, aux États-Unis, et cette année, notre destination était le Japon. Le plan initial prévoyait un séjour d'1 semaine à Tokyo et à Osaka. Pour être honnête, je n'attendais pas grand-chose de ce voyage en Asie. En discutant avec mes amis, nous nous disions simplement « Le Japon, ça doit être pas mal. Quant à la France, bien que nous l'ayons brièvement visité lors de notre séjour en Europe, nous n'en gardions qu'une image de carte postale, celle d'un pays de musées et de monuments anciens. Le matin du départ, j'ai retrouvé mes camarades à l'aéroport de Lima. L'excitation était palpable. Notre groupe comptait 25 élèves et 3 professeurs accompagnateurs. Une fois dans l'avion, nous discutions encore avec animation de ce que nous allions voir et manger au Japon. Mais durant le long vol transpacifique, après une escale à Mexico, un imprévu est survenu. Une annonce du commandant de bord a retenti. L'avion rencontrait un problème technique et devait atterrir à l'aéroport le plus proche. Les hôtesses de l'air nous ont demandé de rattacher nos ceintures. L'atmosphère dans la cabine est instantanément devenue tendue. En regardant par le hublot, j'ai vu les lumières nocturnes d'une ville, mais cela ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais du Japon. Le commandant de bord a de nouveau pris la parole pour nous informer que nous allions atterrir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. À cet instant, je n'ai pas vraiment compris. Camilla, mon amie assise à côté de moi, a rapidement cherché sur son téléphone et a confirmé. C'est en France. Jusqu'à ce que l'avion se pose en toute sécurité, je pensais encore que nous ne ferions qu'une brève escale pour une vérification technique avant de repartir pour le Japon. Sûrement une nuit en France, tout au plus. Mais dès l'instant où j'ai posé le pied hors de l'avion, j'ai commencé à comprendre que je me trompais lourdement. Le premier contact avec l'aéroport Charles de Gaulle a été un choc. Sa taille dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Comparé à l'aéroport de Lima, cet endroit était d'une immensité et d'une modernité incomparables. Mais ce n'était pas seulement une question de dimension. Le sol brillait comme un miroir, et tout était agencé de manière impeccable et logique. Plus surprenant encore fut la manière dont le personnel de l'aéroport a géré la situation. En apprenant que nous étions des lycéens péruviens, un agent s'est efforcé de nous guider en espagnol. Même si sa maîtrise de la langue n'était pas parfaite, nous avons ressenti son dévouement et son désir de prendre soin de nous. Malgré l'urgence de la situation, personne ne s'est montré pressé ou agacé. Ils nous ont patiemment expliqué chaque détail. Le passage au contrôle des passeports a également été une expérience marquante. L'agent de sécurité, comprenant notre situation, a utilisé un anglais simple pour nous rassurer, nous disant de ne pas nous presser. Au Pérou, je n'avais presque jamais rencontré un fonctionnaire aussi bienveillant. En nous dirigeant vers la récupération des bagages, j'ai eu l'occasion d'observer les environs et j'ai vraiment senti à quel point cet endroit était géré de manière systémique. Les panneaux de signalisation étaient multilingues et très clairs, et toutes les installations publiques fonctionnaient parfaitement.
Mais le plus impressionnant restait l'attitude des gens. Malgré les centaines de passagers qui allaient et venaient, personne ne criait ni ne bousculait. Tout le monde restait calme et attendait patiemment son tour. Une telle scène était difficilement imaginable à Lima. Cette nuit-là, nous avons été conduits au centre de Paris et logés dans un hôtel temporaire près des Champs-Élysées. Je ne savais absolument pas ce que les jours suivants nous réserveraient. Je n'aurais jamais imaginé que la France, que je croyais n'être qu'une escale forcée, m'offrirait des expériences qui allaient changer ma vision de la vie. Le lendemain matin, le choc ressenti en sortant de l'hôtel pour la première fois et en découvrant les rues de Paris est encore gravé dans ma mémoire. Nous avons décidé de prendre le métro depuis la station Charles de Gaulle, Étoile, pour explorer le centre. Dès que nous sommes entrés dans la station, c'était comme pénétrer dans un autre monde par rapport à Lima. Sur le quai, la première chose qui m'a frappé fut le comportement des gens. Bien que ce fût l'heure de pointe et qu'il y eut foule, tout le monde faisait la queue en lignes ordonnées pour attendre le métro. À l'arrivée de la rame, les gens attendaient patiemment que les passagers descendent avant de monter à leur tour. C'était un ordre que l'on ne trouve nulle part à Lima. Plus incroyable encore était l'atmosphère à l'intérieur de la rame. Malgré la densité, l'espace était incroyablement calme. Personne ne parlait fort au téléphone ni ne mangeait. La plupart des gens regardaient leur smartphone ou lisaient un livre profitant de leur espace personnel. En voyant cela, j'ai compris pour la première fois ce que signifiait la conscience collective. Le métro lui-même était impressionnant. Le sol et les murs étaient impeccables, la lumière abondante, sans cette sensation d'étouffement que l'on peut ressentir sous terre. J'ai même testé les toilettes publiques de la station et elles étaient d'une propreté incroyable. Il n'y avait pas seulement du papier toilette et du savon, mais aussi de la crème pour les mains. Lorsque nous sommes arrivés sur les champs, Élisée, mes amis et moi sommes restés sans voix. Bien que des milliers de personnes y circulent, il n'y avait pas le moindre détritus par terre. Camilla s'est même mise à pleurer. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que ce n'était pas seulement le choc de la propreté, mais l'émotion de voir que tout le monde contribuait à préserver un tel environnement. Les magasins étaient tout aussi impressionnants. Chaque boutique présentait ses produits de manière ordonnée, avec des prix clairement affichés. Le personnel, voyant que nous étions étrangers, nous a salués avec une grande amabilité. Malgré la barrière de la langue, il s'efforçait de communiquer par des gestes et des sourires, ce qui nous a profondément touchés. Cet après-midi-là, nous nous sommes perdus. Ne comprenant pas le français, nous ne pouvions pas lire les panneaux, et même avec la carte sur nos téléphones, il était difficile de nous repérer. Nous avons tourné en rond au même endroit pendant plus d'1 heure. C'est alors qu'un étudiant français, voyant notre désarroi, s'est approché de nous. Il s'appelait Louis. Il nous a demandé en anglais si nous avions besoin d'aide. Après lui avoir expliqué la situation, il a sorti son téléphone pour utiliser une application de traduction. Louis ne s'est pas contenté de nous indiquer le chemin. Apprenant que nous venions du Pérou, il nous a recommandé un excellent bistrot français à proximité. Il a pris de son temps pour aider des étrangers qu'il ne connaissait pas sans jamais montrer la moindre impatience. Après avoir quitté Louis, nous avons trouvé le restaurant qu'il nous avait conseillé et avons eu une autre forte impression. En passant notre commande, le propriétaire, sachant que nous étions étrangers, a patiemment expliqué chaque plat du menu, nous demandant même notre tolérance aux épices pour adapter l'assaisonnement à notre goût. En quittant le restaurant et en nous promenant dans les rues avoisinantes, j'ai découvert une autre facette de la société française. Les rues étaient impeccablement propres, non seulement grâce à un service de nettoyage efficace, mais aussi parce que les gens avaient pris l'habitude de ne pas jeter leurs déchets par terre. J'ai vu des personnes mangeant sur le pouce garder leurs emballages jusqu'à trouver une poubelle. Cette nuit-là, sur le chemin du retour à l'hôtel, je suis entré dans un petit supermarché de quartier. C'est là que j'ai ressenti la plus grande différence avec le Pérou. Il était plus de 22 heures et une employée qui semblait avoir à peine 20 ans travaillait seule. Plus incroyable encore, d'autres clientes, des femmes seules, faisaient leurs courses tranquillement à cette heure tardive. À Lima, il est très dangereux pour une femme de se déplacer seule la nuit, mais ici, c'était complètement différent. L'employée nous a salués chaleureusement. Quand je lui ai dit que je venais du Pérou, elle a montré un grand intérêt et a essayé d'engager la conversation dans un anglais simple. Sur le chemin du retour, j'ai regardé autour de moi.
Même tard, les rues étaient brillamment éclairées, les lampadaires installés à intervalles réguliers, ne laissant presque aucun coin sombre. Même à cette heure, je voyais des gens faire leur jogging, des couples se promener et des groupes de jeunes discuter. Tout le monde semblait détendu et serein. Le lendemain, nous avons eu la chance de visiter un lycée public à Paris. Les infrastructures de l'établissement étaient déjà impressionnantes. Chaque salle de classe était équipée de matériel numérique moderne. La bibliothèque et les laboratoires de sciences étaient également gérés de manière très systématique. Mais ce qui m'a le plus stupéfié, c'était le système de la cantine. Bien que plus de 1000 élèves y déjeunent en même temps, tout se déroulait dans un ordre parfait. Chaque niveau de classe avait son propre tour pour se servir, et tous les élèves respectaient cela naturellement. Dans la file d'attente, personne ne bousculait ni ne poussait. La qualité du repas était également incroyable, un menu équilibré conçu par des nutritionnistes et délicieux. Le fait qu'un tel déjeuner soit fourni aux élèves de manière quasi gratuite était le plus choquant. Au Pérou, même les écoles privées offrent rarement des repas de ce niveau. Après le repas, voir les élèves débarrasser eux-mêmes leurs plateaux et trier leurs déchets m'a profondément ému. Personne ne leur donnait d'ordre, mais tout le monde le faisait comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le plastique et les déchets ordinaires étaient triés et jetés dans les poubelles appropriées. En voyant cela, j'ai compris que la conscience environnementale ici était très élevée. L'après-midi, il y avait une heure de nettoyage. On nous a expliqué qu'en France, dans certains établissements, les élèves participent au nettoyage de leur salle de classe et de l'enceinte de l'école. Au début, j'avais du mal à le croire, mais en le voyant de mes propres yeux, j'ai constaté que tous les élèves se répartissaient les tâches et nettoyaient avec diligence. Balayer le sol, effacer le tableau, nettoyer les fenêtres, vider les poubelles. Tout cela était fait par les élèves eux-mêmes. En observant cette scène, j'ai ressenti la particularité du système éducatif français. Il n'enseignait pas seulement des connaissances, mais cultivait aussi un sens de la communauté et un esprit de responsabilité. Au Pérou, le nettoyage de l'école est la tâche du personnel d'entretien. Mais ici, les enfants considéraient comme normal de maintenir propre l'espace qu'ils utilisaient. Ce soir-là, j'ai eu l'occasion de revoir Louis. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café ouvert 24h/24 et avons parlé des différences culturelles entre la France et le Pérou. J'ai beaucoup appris. Louis m'a dit qu'il avait grandi en considérant l'ordre et l'empathie envers les autres comme des choses normales. Non pas parce que quelqu'un l'ordonnait, mais parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Les règles qui au début me semblaient un peu contraignantes étaient en fait une forme de sagesse permettant à tout le monde de vivre ensemble confortablement. J'ai commencé à réaliser cela. Le petit inconfort de chaque individu apporte un grand confort à l'ensemble de la communauté. C'est une philosophie de vie. Grâce à ma conversation avec Louis, j'ai acquis une nouvelle perspective sur l'individualisme et le collectivisme. Au Pérou, la liberté individuelle est très fortement valorisée. Mais en France, la liberté individuelle et la responsabilité sociale semblaient s'équilibrer harmonieusement. C'était l'image d'une société développée. C'est ce que je pensais. Après quelques jours en France, je découvrais de plus en plus de choses. Dans les transports en commun, les jeunes cédaient leur place aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Dans la rue, les gens aidaient spontanément les personnes en fauteuil roulant. Des citoyens bienveillants indiquaient le chemin à des étrangers comme nous. Tout cela n'était pas une coïncidence, mais une culture profondément ancrée dans la société française. Le 4e jour, j'ai eu l'occasion d'expérimenter directement la technologie numérique française. Louis m'a fait visiter de nombreux endroits pour me montrer comment les Français intégraient la technologie dans leur vie quotidienne. Au début, je pensais simplement que c'était un pays technologiquement avancé, mais en l'expérimentant, j'ai réalisé que c'était bien plus que cela. Dès le matin, commander un café dans un coffee shop a été une expérience surprenante. Louise a utilisé une application sur son téléphone pour précommander. Quand nous sommes arrivés, nos cafés étaient prêts sans file d'attente et le paiement était déjà effectué. Le simple fait qu'un tel système existe était remarquable, mais le plus étonnant était qu'un étudiant ordinaire l'utilise si naturellement. Dans le métro, c'était pareil. Louis utilisait son smartphone en guise de titre de transport
scannant simplement un QR code pour payer. Il y avait même du Wi-Fi gratuit dans la station. Dans le métro de Lima, le signal Internet est souvent très faible, mais ici même, sous terre, la connexion était rapide. Le déjeuner a également été une expérience intéressante. Louise a scanné un QR code à l'entrée du restaurant pour s'inscrire sur la liste d'attente. Nous sommes ensuite allés nous promener. Quand un message nous a informé que c'était notre tour, nous sommes retournés au restaurant. Pas besoin de faire la queue, nous pouvions utiliser notre temps efficacement. Pour commander, nous avons utilisé une tablette posée sur la table. Le menu était numérique, avec des photos et des descriptions détaillées, et même une version en anglais. De la commande au paiement, tout pouvait se faire depuis la table. C'était vraiment pratique. Mais derrière ces technologies numériques, la chaleur humaine n'avait pas disparu. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Le personnel du café nous a toujours salués amicalement. Les serveurs du restaurant étaient très attentionnés. La technologie ne remplaçait pas les relations humaines, elle les complétait. Le soir, j'ai essayé une application de livraison de repas. Louis m'a montré comment commander. Il y avait un choix infini de restaurants et de plats. Une fois la commande passée, on pouvait suivre la position du livreur en temps réel. En moins de 30 minutes, un repas chaud a été livré. Ce qui était incroyable, c'est que le livreur était très poli. Me voyant étranger, il a souri, m'a salué et m'a remis ma commande. Ce n'était pas seulement une livraison, mais la manifestation d'un véritable esprit de service. Grâce à toutes ces expériences, j'ai compris le vrai sens du développement technologique. Le 5e jour, j'ai rencontré la grand-mère de Louis. Bien qu'elle ait plus de 80 ans, elle utilisait son smartphone avec une aisance remarquable. Elle m'a raconté qu'elle faisait ses courses en ligne, prenait ses rendez-vous médicaux et appelait même ses petits-enfants en vidéo. Une image complètement différente de ma grand-mère au Pérou. Elle a dit qu'au début c'était difficile, mais qu'il y avait des ateliers numériques gratuits dans son quartier et qu'elle avait ainsi pu apprendre. Les personnes âgées n'étaient pas laissées pour compte. Un système de soutien existait pour que tout le monde puisse progresser. C'était l'image d'une société véritablement humaine. Je le pensais. Dans le bus, j'ai vécu une expérience similaire. En voyant une personne en fauteuil roulant monter, de nombreux passagers se sont spontanément écartés et ont offert leur aide. Personne ne donnait d'ordre, mais tout le monde agissait comme si c'était normal. En voyant cela, j'ai ressenti la maturité de la société française. Nous avons également dû nous rendre à l'hôpital, car Louis semblait avoir un rhume. Tout le processus de l'enregistrement à la consultation était très systématisé. Le temps d'attente était court et les frais de traitement raisonnables. Le médecin s'est même intéressé à moi, l'étranger, et m'a expliqué le système de santé publique français. La pharmacie a également été une expérience mémorable. Le pharmacien a examiné l'ordonnance et a préparé les médicaments avec précision. Bien sûr, il a expliqué très soigneusement comment les prendre, essayant même de le faire dans un anglais simple. Une telle attention m'a profondément touché. Ce soir-là, Louis et moi, nous sommes promenés le long de la Seine. Même tard, de nombreuses personnes faisaient de l'exercice, où se détendaient des familles, des couples, des groupes d'amis. Chacun profitait de son temps. Surtout, tout le monde avait l'air en sécurité et serein. Les aménagements publics le long du fleuve étaient impressionnants. Des pistes cyclables clairement séparées des allées piétonnes, des toilettes publiques et des installations complètes. On sentait que tout était conçu pour le confort des citoyens. Cette nuit-là, sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai réfléchi. En France, la technologie et l'humanité se mariaient parfaitement. C'était l'image d'une société véritablement développée. Être riche, économiquement ou technologiquement avancé, ne suffit pas à faire d'un pays une nation véritablement civilisée. Je l'avais compris. Le matin du 6e jour, la compagnie aérienne nous a contactés pour nous informer que l'avion était réparé et que nous pouvions partir pour le Japon comme prévu. Cela aurait dû être une bonne nouvelle, mais étrangement, mes amis et moi, nous sentions perplexes. Les quelques jours passés en France avaient été si marquants que nous voulions rester plus longtemps. Cet après-midi-là, nous avons passé nos derniers moments avec Louis et ses amis étudiants français. Nous nous sommes retrouvés près des champs, Élysée, et avons eu une conversation sincère sur les cultures françaises et péruviennes. La gêne initiale due à nos différences avait été remplacée par une profonde compréhension.
Les étudiants français se sont montrés très intéressés par la culture péruvienne. Pas seulement par le Machu Picchu ou les lignes de Nazca, mais par notre vie quotidienne et notre système éducatif. Cette attitude de respect mutuel était précieuse. L'atmosphère de cette rencontre était radicalement différente de celle du premier jour. Le sentiment d'étrangeté s'était transformé en une amitié chaleureuse. Nous étions assis dans un salon de thé, au style traditionnel, dégustant des thés parfumés. Le décor mariait le moderne et l'ancien, avec des estampes sur les murs et une musique classique douce. Cette ambiance sereine nous a permis d'avoir des conversations plus profondes. Les amis de Louis ont montré un intérêt sincère pour la culture péruvienne. Une jeune fille nommée Manon m'a demandé « Au Pérou, que faites-vous les jeunes pour la société ?» Cette question m'a fait réfléchir. Honnêtement, au Pérou, la plupart des jeunes ne se soucient que de leur propre développement et de leur succès. Nous participons rarement à des activités communautaires. La plupart des gens vivent selon le principe du « chacun pour soi ». Mais en France, j'ai vu des jeunes très engagés dans des activités sociales s'intéressant à des questions comme l'environnement ou le soutien aux personnes vulnérables. Un autre ami Antoine a demandé « Pour vous, quelle est la valeur la plus importante ?» Camilla a répondu pour nous tous. Avant de venir en France, nous aurions probablement répondu la liberté et le succès personnel. Mais maintenant, je pense que l'attention portée aux autres et la responsabilité envers la société sont tout aussi importantes. Cette phrase résumait la pensée de tout notre groupe. Ce que nous avions vu et entendu ces derniers jours avait vraiment changé notre perspective sur beaucoup de choses. Le propriétaire du salon de thé, un homme d'une 60aine d'années, a entendu notre conversation et s'est joint à nous. Il a dit que si la France s'était développée comme elle l'avait fait, ce n'était pas seulement grâce à la croissance économique, mais surtout parce que l'âme des gens s'était développée. Quand chacun pense aux autres, la société tout entière s'améliore naturellement. Il nous a parlé de l'histoire de la société française, de ses périodes difficiles jusqu'à son intégration et son développement. Nous avons appris à chérir la paix et la liberté que nous avons eu tant de mal à obtenir, et nous comprenons que la liberté doit aller de pair avec la responsabilité. Ces paroles nous ont aidés à comprendre plus profondément la société française. Mes amis péruviens ont également commencé à partager leurs sentiments. Marco a dit « Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les Français respectent les règles, non pas par contrainte, mais volontairement. Ils comprennent que ces règles existent pour que tout le monde puisse mieux vivre ensemble. » Sophia a ajouté « Je pense que l'éducation française a très bien réussi à former des citoyens capables d'empathie. » Camilla a raconté le moment où elle avait pleuré sur les champs, Élysée, non seulement à cause de la propreté, mais parce qu'elle était émue de voir tout le monde préserver ensemble cette beauté. Au Pérou, nous sommes habitués au désordre, et nous pensons que c'est normal. Mais ici, j'ai vu des gens prendre soin de l'espace public volontairement, sans surveillance. C'est un véritable amour pour l'espace commun. En écoutant mes amis, j'ai aussi réfléchi à mon propre changement. Quelques jours plus tôt, j'aurais probablement trouvé fastidieux de faire la queue ou de trier les déchets. Mais maintenant, je comprenais que ces petits gestes reflétaient le niveau de civilisation de toute une société. Quand chacun fait un petit effort, on peut créer un environnement bénéfique pour tous. Les étudiants français ont aussi parlé franchement de leur société. Louis a dit « La France n'est pas parfaite non plus. Nous avons de nombreux problèmes à résoudre, mais nous partageons la conscience que nous devons rendre notre société meilleure. » Manon a ajouté « On nous enseigne l'esprit de communauté depuis notre plus jeune âge, mais ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Contribuer à la société est quelque chose de très significatif. » Cette atmosphère de respect mutuel m'a beaucoup touché. Au Pérou, les différents groupes sociaux manquent souvent de ce genre d'échanges sincères. Les gens ont l'habitude de rester dans leur propre cercle. Mais en France, j'ai ressenti une culture d'ouverture, d'acceptation des différences. Les gens étaient prêts à écouter des opinions différentes et à apprendre de diverses perspectives. À la nuit tombée, nous nous sommes déplacés vers un marché de Noël à proximité pour continuer notre conversation. L'endroit était vibrant de vie, d'innombrables stands de nourriture s'alignaient les uns à côté des autres. La foule était dense, mais pas chaotique.
Nous avons goûté à de nombreuses spécialités de rue comme les crêpes, les gaufres et le vin chaud. Chaque plat avait sa propre saveur et son histoire. Les vendeurs, voyant que nous étions étrangers, étaient très enthousiastes à l'idée de nous présenter leurs produits. Certains ont même essayé de dire quelques mots en anglais ou en espagnol. Cette convivialité nous a réchauffé le cœur. Tout en mangeant, nous avons poursuivi notre profond échange culturel. Un ami français nous a demandé « Quand vous rentrerez au Pérou, y a-t-il quelque chose que vous voudriez changer ?» Cette question nous a tous fait réfléchir. J'ai répondu « Je veux ramener le sens civique que j'ai appris en France. Je ne pourrai peut-être pas changer toute la société, mais je peux au moins commencer par moi-même et inspirer ceux qui m'entourent. » Camilla a dit « Je veux promouvoir l'éducation environnementale dans les écoles pour que mes camarades comprennent l'importance du tri des déchets et de la protection de l'environnement. » Marco, quant à lui, a déclaré « Je veux m'engager davantage dans le bénévolat pour aider ceux qui en ont besoin. » En entendant nos réflexions, nos amis français nous ont beaucoup soutenus et encouragés. Louise a dit que le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il suffit que quelqu'un commence à agir pour créer un effet d'entraînement. Après le marché de Noël, nous sommes allés sur les bords de la Seine. La scène de nuit était d'une beauté à couper le souffle l'eau, reflétant les lumières des deux rives. Une brise fraîche soufflait doucement. Même tard, il y avait des gens qui faisaient de l'exercice ou se promenaient tous semblant en sécurité et détendus. Nous nous sommes assis sur un banc, regardant la rive opposée et partageant nos histoires de vie. Louis a raconté que son rêve était de devenir professeur pour former des élèves avec une vision internationale. Manon voulait travailler dans le domaine de l'environnement pour aider la France à se développer durablement. En écoutant les rêves de ces jeunes Français, j'ai été impressionné par leur ambition. Ils ne se souciaient pas seulement de leur succès personnel, mais réfléchissaient à la manière de contribuer à la société et à l'avenir de l'humanité. À cet instant précis, j'ai soudain compris quelle était la véritable force de la société française. Ce n'était pas son développement économique ou sa technologie moderne, mais le fait que ses habitants aspiraient à rendre le monde meilleur. Quand les jeunes d'une société ont de tels rêves, cette société est assurée de continuer à progresser. Quand la nuit fut bien avancée, nous avons dû nous dire au revoir. Même si nous n'avions passé que quelques jours ensemble, nous avions tissé une amitié solide. Nous avons échangé nos coordonnées et promis de rester en contact pour apprendre les uns des autres. Alors que Louis nous raccompagnait à l'hôtel, je me suis retourné pour regarder le paysage nocturne de Paris, le cœur confus. Demain, nous devions quitter ce lieu qui avait changé notre vision de la vie pour nous rendre à notre destination initiale, le Japon. Mais je savais que la France avait planté une graine dans nos âmes. Cette graine nous accompagnerait jusqu'au Pérou et germerait dans nos vies. Elle nous rappellerait toujours quelles sont les vraies valeurs à poursuivre, ce qu'est une vie pleine de sens. La France ne nous avait pas seulement enseigné la politesse et l'ordre extérieur, mais aussi la compassion et la responsabilité intérieure. C'était la chose la plus précieuse de notre vie. 6 mois plus tard, j'ai postulé au programme d'échange étudiant de l'Université de la Sorbonne. Bien que mes compétences en français soient encore limitées, j'étais convaincu que mon enthousiasme était sans égal. Par chance, j'ai été accepté et j'ai pu retourner en France. L'émotion en posant à nouveau le pied à l'aéroport Charles de Gaulle 1 an plus tard est indescriptible. Cette fois, ce n'était pas en tant que simple touriste, mais en tant qu'étudiant, ce qui me permettrait de comprendre et de ressentir la société française plus profondément. Louis est venu me chercher à l'aéroport. La joie de nous revoir après 1 an était immense. Mais quand il m'a entendu le saluer en français, il a été stupéfait. Ma vie universitaire a été un processus d'apprentissage constant. Étudier et travailler en groupe avec des étudiants français m'a permis de ressentir directement l'excellence de l'éducation française. De plus, grâce aux activités des associations étudiantes, j'ai appris ce que les jeunes Français pensent et comment ils vivent. Maintenant, quand je repense à cet atterrissage d'urgence, ce jour-là a été le moment le plus important, celui qui a changé ma vie. À travers ce pays nommé la France, j'ai appris ce que signifie être une nation véritablement civilisée, et j'ai réalisé quel genre de personne je devais devenir. Plus important encore, ma vision du monde s'est élargie. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Maintenant, j'ai un rêve.
Après mon retour au Pérou, je veux appliquer ce que j'ai appris en France pour contribuer au développement de mon pays. Un jour, je veux devenir un pont entre la France et le Pérou, et le début de tout cela, ce fut cet atterrissage inattendu. Pendant mon séjour en tant qu'étudiant d'échange, j'ai eu l'occasion d'explorer de nombreuses régions de France. Chaque voyage m'a permis de mieux comprendre ce pays. Pour notre premier grand voyage, nous avons choisi Annecy, une ville surnommée la Venise des Alpes. De Paris, nous avons pris le TGV. La ponctualité et le confort des trains français m'ont impressionné. Une telle efficacité dans les transports est difficilement imaginable au Pérou. En arrivant à Annecy, j'ai immédiatement ressenti une atmosphère complètement différente de celle de Paris. Si Paris est une métropole moderne et trépidante, Annecy est une ville ancienne, sereine et pleine de charme historique. Ses ruelles, ses maisons à colombages, son château, tout racontait l'histoire d'un passé riche. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le respect et l'effort des habitants pour préserver leur culture. Au Pérou, de nombreuses cultures traditionnelles s'estompent face à la modernité, mais les Français ont trouvé un équilibre entre tradition et modernité. Notre deuxième destination fut Nice. Si Annecy représente la tradition, Nice illustre le succès de l'adaptation à la modernité. Les gratte-ciels, la promenade des Anglais et les infrastructures urbaines avancées témoignent de la vitalité de cette ville. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le travail de restauration et de protection de l'environnement. La baie des Anges a fait face à de nombreux défis, mais après des années d'efforts, elle est devenue l'un des littoraux urbains les plus propres et les plus beaux, un lieu de villégiature idéal. Ce succès m'a montré la détermination et les réalisations de la France en matière de développement durable. Notre troisième destination fut les Calanques de Cassis, une merveille naturelle. De Marseille, nous avons pris un bateau. Le paysage était à couper le souffle. Les falaises de calcaire plongeant dans une mer turquoise offraient un spectacle grandiose. Mais plus important encore, j'ai ressenti l'importance de la préservation de la nature. Nous avons participé à une opération de nettoyage des criques avec un groupe de protection de l'environnement local. Cette activité m'a fait comprendre que la protection de l'environnement n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais nécessite la participation de chaque citoyen. Quand le programme d'échange s'est terminé et que je suis rentré au Pérou, j'étais devenu une personne complètement nouvelle. Non seulement mes compétences linguistiques s'étaient améliorées, mais surtout ma façon de penser avait changé. J'ai appris à voir les problèmes sous plusieurs angles et à comprendre la valeur de la diversité culturelle. De retour au Pérou, j'ai commencé à m'impliquer activement dans des activités sociales. J'ai créé un club d'études de la culture française dans mon université pour faire connaître la beauté de la France à plus de gens. Mon amitié avec Louis a continué. Nous avons commencé à planifier un projet d'échange de jeunes entre nos deux pays. Chez moi, à Lima, j'ai commencé à appliquer le mode de vie que j'avais appris en France, participer aux activités de protection de l'environnement de ma communauté, respecter l'ordre dans les lieux publics et aider ceux qui en ont besoin. Même si ce ne sont que de petits changements, je crois qu'ils peuvent créer un effet d'entraînement. Actuellement, je prépare mon dossier pour un programme de master en France. J'espère approfondir mes connaissances et à l'avenir contribuer au développement des relations entre nos deux pays. Cet atterrissage d'urgence inattendu a vraiment changé le cours de ma vie. Sans cette expérience, je n'aurais jamais connu un pays aussi merveilleux que la France et n'aurais jamais appris ces précieuses leçons de vie. La chose la plus importante que la France m'a enseignée, c'est que le véritable progrès vient de la maturité de l'âme. Ce n'est pas la richesse extérieure, mais la plénitude intérieure qui est essentielle. Quand on pense aux autres, à la communauté, la société devient meilleure. Ce principe n'est pas seulement valable pour la France, mais pour le monde entier. Maintenant, j'ai un rêve. À l'avenir, je veux devenir un ambassadeur culturel reliant la France et le Pérou, afin que les peuples de nos deux pays puissent se comprendre plus profondément, favorisant la coopération dans l'éducation, la culture et les échanges de jeunes. Le point de départ de ce rêve fut cet atterrissage d'urgence à l'aéroport Charles de Gaulle ce jour-là. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent d'opportunités inattendues. Cet atterrissage semblait être un coup du sort, mais pour moi, ce fut la plus grande des chances. Il m'a permis de découvrir un nouveau monde et de trouver une nouvelle version de moi-même. Ce pays magnifique ne m'a pas seulement donné des connaissances et des compétences,
Mais plus important encore, il m'a donné des rêves et de l'espoir, me faisant croire que par l'effort et la sincérité, nous pouvons rendre ce monde meilleur. Merci à la France, merci aux Français chaleureux, merci à Louis et à tous ceux qui m'ont tendu la main. Cette histoire continue. Mon voyage avec la France n'est pas terminé. Il se poursuivra tout au long de ma vie et sera le moteur qui me fera avancer.